Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à un film de Franck Darabont. On continue avec ce réalisateur que j'avais envie de mettre en exergue. Avec un film de 94 avec Tim Robbins et Morgan Freeman. J'ai nommé Les Évadés. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Les Évadés, ou À l'ombre de Shawshank au Québec et au Nouveau-Brunswick, et le titre original The Shawshank Redemption, est un film américain écrit et réalisé par Franck Darabont, sorti en 1994. Le film s'inspire du novella Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank, de l'écrivain Stephen King, paru dans le recueil Différentes saisons. Il raconte l'histoire d'Andy Dufresne, Tim Robbins, un homme injustement condamné pour le meurtre de sa femme et de l'amant de celle-ci, et qui va passer près de 20 ans au pénitencier de Shawshank, endurant diverses épreuves, mais se liant également d'amitié avec Red, Morgan Freeman, un autre détenu. Le film a été un échec commercial lors de sa sortie au cinéma, mais a acquis depuis le statut de film culte, figurant notamment dans la liste des 100 meilleurs films de l'American Film Institute, donc ce qui est vraiment pas rien. Il y a pas beaucoup, il y a un accent des films dans cette. Et il est reconnu, l'American Film Institute, ainsi qu'à la première classe du classement des meilleurs films de l'Internet Movie Database. Au moment où je vous parle. En 2015, le film est sélectionné par le National Film Preservation Board pour conservation à la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis en raison de son intérêt culturel, historique ou esthétique important. Le résumé du film. Alors, on est en 1947. Andy Dufresne, un banquier américain, est jugé coupable du meurtre de son épouse et de l'homme avec qui elle le trompait. Pour ce double meurtre, et bien qu'il ait clamé son innocence depuis le début, Dufresne est condamné à subir 2 peines de prison à vie consécutives. Emprisonné au pénitencier fédéral de Shawshank, dans l'État du Maine, il y est accueilli par le directeur de la prison, Samuel Norton, quand celui-ci vient inspecter les nouveaux arrivants. Homme ambitieux et pétri de valeurs religieuses traditionnelles, Norton est épaulé par un gardien-chef brutal et sans pitié, le capitaine Iron Hadley, qui ne craint pas de recourir à une violence sans limite, jusqu'à la mort de détenus si nécessaire. Je suis désolé pour le bruit, c'est la pluie. Afin de faire respecter la discipline. Peu communicatif au début de son incarcération, Dufresne se lie au fur et à mesure d'amitié avec certains prisonniers, en particulier un détenu noir, Ellis Redding, qui est surnommé Red, ainsi qu'avec la bande qui gravite autour de ce dernier. Ce prisonnier, dont on dit qu'il est l'homme à dégoter des choses, fait office d'intermédiaire, faisant passer en fraude des marchandises en provenance de l'extérieur de la prison, en contrepartie d'un petit pourcentage sur la vente. D'ailleurs, Andy, grand amateur de géologie avant sa condamnation, lui demande un jour de lui procurer un petit marteau taille-pierre. Cet outil lui servira à sculpter des morceaux de roche qu'il tentera de récolter dans la cour de la prison,
pour entre autres se constituer des pièces d'échecs, un jeu qu'Andy apprécie. Il demandera ainsi plus tard une grande affiche de Rita Hayworth, affiche qui sera remplacée au fil des années par celle de Marilyn Monroe, puis de Raquel Welch, qu'il placardera sur un mur de sa cellule. Cependant, Dufresne doit également faire face à des individus moins amicaux. Alors qu'il travaille à la laverie de la prison, il est régulièrement persécuté par certains de ses codétenus, surnommés les Trois Sœurs, qui veulent lui obtenir de lui des faveurs sexuelles. Andy se défend à de nombreuses reprises avec acharnement, mais au prix de visites régulières à l'infirmerie, ne pouvant résister aux assauts inattendus de Boggs et ses complices. 1949. Un jour, alors qu'il recouvre de goudron le toit des bâtiments de la prison lors d'un travail collectif, Dufresne propose inopinément au gardien-chef Hadley ses services en matière de fiscalité, et ce, de manière très hardie. Cette initiative l'amène à frôler de peu la mort, Hadley menaçant de le jeter du toit. Mais Andy parvient in extremis à le convaincre de ses compétences. C'est alors le début d'une relation d'affaires d'Andy avec les gardiens, Dufresne se chargeant de remplir leurs déclarations d'impôts, mais également et surtout avec le directeur de la prison. En effet, Samuel Norton charge Andy de blanchir ses revenus légaux issus des pots de vin liés au marché passé avec la communauté pour l'exploitation des détenus dans des travaux collectifs en dehors de la prison. À la suite d'une énième attaque des Trois Sœurs, qui entraîne une violente bastonnade d'Andy, l'envoyant à l'infirmerie pour un mois, le gardien-chef Hadley, qui le protège maintenant, étant donné son intérêt pour le directeur, inflige une correction impitoyable à l'un de ses agresseurs, Boggs, le rendant paraplégique à vie. Cela fait par la même occasion cesser définitivement les tourments de Dufresne, les autres détenus sachant désormais qu'il est intouchable. Au fil de longues années, et après maintes lettres envoyées au Sénat du Maine, une lettre par semaine, puis après un premier succès, 2 lettres par semaine. Dufresne parvient à obtenir une petite dotation financière, ainsi qu'un important stock de livres, de revues et de disques pour garnir la miteuse bibliothèque de la prison. Muté de la laverie à cet endroit, dès lors qu'il a commencé à s'occuper des déclarations d'impôts des gardiens, il utilise la bibliothèque et ses annexes comme un bureau pour ses différentes activités, le conseil en fiscalité, d'où il embauche tous les ans Red et sa bande, afin qu'il aide à organiser la masse des déclarations, mais également comme un lieu de détente et de découverte culturelle pour les détenus. Enfin, Andy aide les prisonniers qui souhaitent reprendre leurs études et les entraîne en vue de passer les examens. 1965, cette année-là, arrive à Shawshank un jeune loupard dénommé Tommy Williams, surnommé par Red Mr. Rock'n'Roll. À la suite des déclarations de Tommy, qu'Andy a pris sous son aile, Dufresne a la confirmation qu'il n'est pas responsable de la mort de sa femme et de son amant. En effet, Tommy, lors d'un précédent séjour en prison, a côtoyé le véritable meurtrier, Elmo Blatch, qui, avec arrogance, lui a raconté toute l'histoire. Andy demande alors de l'aide au directeur de la prison, voyant là une chance unique de pouvoir faire rejuger son affaire, mais ce dernier refuse. En effet, Norton a besoin de lui pour s'occuper de ses affaires louches, mais surtout il craint de voir ses fraudes révélées au grand jour si Andy était libéré. Dufresne, interloqué, en lui demandant pourquoi il est si obtus, et en essayant de le rassurer sur son silence, ne fait qu'enrager et effrayer Norton. Ce dernier le met à l'isolement strict durant un mois, une peine très dure. Pendant ce temps, Norton interroge Tommy Williams, conforté par son témoignage et sa volonté d'aider Dufresne à dévoiler la vérité.
Norton fait éliminer Tommy par le capitaine Hadley en maquillant le meurtre en une tentative d'évasion. Le lendemain, Norton rend visite à Dufresne dans cette cellule d'isolement où il lui raconte à mots couverts ce qui s'est passé. Il menace ensuite de lui retirer toute protection ainsi que de détruire la bibliothèque qu'il avait aidé à rénover. Si Andy cherchait par quelque moyen que ce soit à continuer ses chimères et de lui donner de rechef, un mois de plus, en isolement total, histoire de bien y réfléchir. Après 2 mois de ce traitement, Dufresne, apparemment brisé, reprend sa vie et sa routine habituelle à la prison. Dominé par Norton et ses menaces, Andy parle alors à Red d'une ville au Mexique, Zihuatanejo, ainsi qu'une cage à proximité d'un village du Maine, Buxton, que Red devra trouver le jour où il sera libéré. 1966, Red, devenant inquiet au sujet du moral d'Andy, plus taciturne que jamais, et ayant peur qu'il ne se suicide, apprend que ce dernier s'est procuré une longueur de corde à l'atelier de la prison. Ne pouvant lui parler de toute la journée, il endure une nuit terrible sans sommeil, inquiet de ce qui pourrait arriver à cette nuit à Andy. Au matin, alors que le spectateur redoute comme Red qu'Andy ne soit pas donné la mort, le gardien découvre avec stupeur que Dufresne a disparu. Durant la fouille de la cellule de Dufresne par un Norton hystérique, le directeur découvre fortuitement que l'affiche punaisée au mur masque l'entrée d'un tunnel qu'Andy a minutieusement creusé pendant ses 19 années d'incarcération à l'aide du marteau taille-pierre fourni par Red. Norton découvre également que Dufresne, pour échapper aux fouilles de cellules régulièrement organisées, cachait son marteau taille-pierre à l'intérieur de la Bible, dont un des exemplaires est remis à chaque prisonnier. Le tunnel mène à un conduit d'évacuation des eaux usées qui débouche à l'extérieur des murs de la prison, dans une rivière. Dufresne, profitant de la nuit où avait éclaté un orage, est parvenu à s'introduire dans le conduit d'évacuation, rampant dans la fange sur 500 mètres avant de déboucher dans la rivière où se déverse le conduit, souillé mais enfin libre. À la suite de son évasion réussie, on peut le dire, Andy Dufresne endosse l'identité fictive de Randall Stevens, un personnage qu'il a créé toute pièce pour blanchir l'argent de Norton. Il récupère les 370 000 $ de Norton placés dans plusieurs banques de Portland et dénonce la corruption de ce dernier en envoyant un courrier à charge à un journal local. Par la suite, la police se rend au pénitencier et arrête le capitaine Hadley. Samuel Norton, lui, met fin à ses jours dans son bureau, peu avant d'être arrêté pour éviter le scandale et la prison. Pendant ce temps, Dufresne, toujours en fuite, passe la frontière américano-mexicaine à Fort Hancock au Texas. Il envoie d'ailleurs une carte postale de cet endroit à Red, vierge de toute inscription, pour le prévenir sans attirer les soupçons. Quelques temps plus tard, profitant d'une libération sur parole qu'il n'espérait plus obtenir après avoir purgé 40 années de détention, Red est libéré. Il se rend à Buxton où il trouve la cache dont Andy lui avait parlé, dans laquelle attend une enveloppe remplie d'argent, ainsi qu'un message de Dufresne lui demandant de le rejoindre. Faisant fi de sa libération conditionnelle, Red part le rejoindre au Mexique comme promis. La scène finale du film montre l'apparition de Red marchant sur la longue plage de Zihuatanejo à la rencontre d'Andy, occupé à poncer le navire sur le rivage et qui, le reconnaissant, le rejoint et lui donne l'accolade. Voilà pour ce beau film qui s'étale sur une longue durée. C'est pas souvent que je parle de films comme ça. C'est pas souvent qu'il y ait des films comme ça qui s'étalent sur des années. Forrest Gump, si j'en ai parlé, il s'étale sur plusieurs années.
sur à peu près une vingtaine d'années. Là, on est sur un peu plus. Donc, très très bon film culte. L'histoire est géniale. Pour un budget de 25 millions de dollars, quand même, c'est confortable pour faire un film sans effet ni rien. Bon, c'est confortable. C'est pas énorme. Le film dure 142 minutes, quand même. Donc, il y a eu de la production. D'ailleurs, on y retrouve Nicky Marvin, Liz Glover et David Veylester. Le scénario, donc, c'est Frank Darabont. D'après le roman court Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank de Stephen King. C'est tourné en Technicolor, 1,85e, son Dolby SDDS 35 mm. C'est un drame carcéral, on appelle ça comme ça. J'ai dit qu'il durait 142 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 23 septembre 1994. En France, le 1er mars 1995. Tim Robbins y joue Andy Dufresne. Morgan Freeman, Ellis Boyd, Red Redding. Bob Gunton, Samuel Norton. William Sadler, Haywood. On a James Whitmore, Jeffrey DeMund, David Proval, Jude Chalier, Paul McCrane. Frank Darabont a acquis les droits d'adaptation du récit de Stephen King après lui avoir présenté un court-métrage adapté de sa nouvelle chambre 312, qui a beaucoup impressionné l'écrivain. Il s'est vu offrir 2 500 000 $ par Rob Reiner, déjà réalisateur de Stand By Me, pour lui laisser le droit de réaliser le film. Mais Darabont, qui n'a alors qu'une expérience de scénariste de films d'horreur, refuse cette offre et choisit d'écrire le scénario et de diriger lui-même le film. Bien que Red soit dépeint dans le film comme un Irlandais aux cheveux roux, Darabont choisit Morgan Freeman pour interpréter ce rôle en raison de sa présence à l'écran et de son charisme. Tom Cruise et Harrison Ford avaient exprimé leur intérêt pour le rôle d'Andy Dufresne et de Red, mais en leur préférant Tim Robbins et Morgan Freeman, Frank Darabont a permis au budget du film d'être diminué de moitié. Le tournage du film s'est déroulé du 16 juin au 10 septembre 1993 dans l'Ohio, principalement l'Ohio State Reformatory de Mansfield, une ancienne prison fermée en 1990. Les cellules ont en revanche été reconstituées dans un décor non loin de la prison. Le film devait initialement se terminer sur Red prenant le bus pour rejoindre Dufresne, mais les producteurs ont insisté pour que la fin soit moins ouverte et Darabont a tourné à contre-cœur la scène finale sur la plage, quelques semaines seulement avant la sortie du film. Le film a reçu un accueil critique très positif. Sur Rotten Tomatoes, il a 91% sur 81 critiques. Note moyenne 8,40 sur 10. Les Évadés est un drame carcéral édifiant et profondément satisfaisant, avec une mise en scène délicate et de belles performances. Sur Metacritic, il obtient 80%, c'est énorme, sur 20 critiques, avis généralement favorable. Pour Janet Massing du New York Times, cet impressionnant premier film, c'est prendre son temps pour bâtir une histoire de camaraderie, portée par les deux interprètes principaux, et fait preuve d'une subtilité surprenante pour créer un film de genre. Peter Stavis, de Rolling Stones, estime que Robbins et Freeman ont su s'identifier aux âmes meurtries d'Andy et Red pour créer quelque chose d'indéniablement puissant et émouvant. Leonard Clady de Variety évoque un diamant brut qui témoigne de la force de l'esprit humain,
ainsi qu'un spectacle envoûtant, malgré quelques longueurs. En revanche, le film a été un échec commercial, rapportant lors de sa sortie au cinéma 28 341 000 $ aux États-Unis et au Canada, soit à peine plus que son budget. En France, il réalise 219 000 entrées, ce qui n'est pas beaucoup. Au cours de son exploitation mondiale, Les Évadés engrangent 31 millions de dollars de plus, portant le total des recettes à 59 millions. L'échec du film à sa sortie en salle peut s'expliquer par l'absence de vedettes au générique, l'absence de vedettes féminines, un titre original peu explicite et déroutant pour les spectateurs, et le thème carcéral du film peu vendeur pour le public. Par ailleurs, il a souffert de la concurrence d'autres très très grands films de la même période, comme Pulp Fiction et Forrest Gump. Mais après sa sortie en vidéo, Les Évadés acquiert une énorme popularité auprès du public, devenu le titre le plus loué et vendu en VHS en 1995. Dès décembre 1996, le film figure en tête du classement des films de l'IMDb, basé sur les votes du public avec une note de 8,8 par 3000 votants, succédant au Parrain de Francis Ford Coppola. Il occupe cette place de leader de façon ininterrompue depuis 2008 et 300 000 votants à l'époque. Il a aujourd'hui une note moyenne de 9,3 sur 10 pour plus de 2 millions de votants. En 2007, il est sélectionné pour le top 100 American Institute, qui le classe au 72e rang. En 2011, le vote des lecteurs britanniques Empire la classe à la 4e place dans sa liste des 500 meilleurs films de tous les temps. En France, les internautes du site Allociné le classent progressivement dans les tout meilleurs films de tous les temps, 14e en 2013 et 6e en 2021. Il est cité aussi dans le livre de référence 1001 films à voir avant de mourir. Il a reçu beaucoup de récompenses étrangères, notamment au Japon, le Claude Trudis Award, je ne connais pas ce que c'est. Il a eu beaucoup de nominations aux Oscars, mais il n'a pas gagné d'Oscar, malheureusement. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film, qui est vraiment une valeur sûre si vous voulez passer un bon moment. Laissez-vous aller. Je vous dis à très vite pour une autre chronique. Merci de m'avoir écouté. Soutenez-moi sur mes différentes plateformes, Ulule, Patreon, Tipeee. Vous tapez Histoire d'en dire plus et vous allez me trouver. Hein ? Il y a des épisodes bonus et des sweatshirts sympas. Voilà. Allez, ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, correcteur temporel temporisé,